Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, bienvenue dans Outdoor Minds. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Corbolon, qu'on appelle aussi l'homme dauphin. Bonjour Thierry. Bonjour Armelle. Alors Thierry, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière sportive ? Absolument, parce que c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'étais passionné par le sport. Dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire de la gymnastique, du judo, du rugby, de l'athlétisme. Et c'était vraiment le sport faisait déjà à l'époque partie de ma vie. Et puis après, voilà, j'ai continué et je continue encore d'ailleurs. Ma vie a beaucoup tourné autour du sport. Alors, tu as d'abord eu une carrière de policier, tu as toujours pratiqué ton sport et puis un jour, tu as eu un accident, si je dis pas de bêtises, tu avais 29 ans. Oui, c'est ça. Qui a complètement changé le cours de ta vie et qui fait qu'aujourd'hui, tu es un sportif extrêmement accompli. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes de ta reconstruction par le sport et de ta carrière sportive aujourd'hui ? Oui, donc quand j'ai eu cet accident, j'étais électrisé avec une canne à pêche de 25 000 volts, donc j'étais amputé de mes deux bras. Et à l'époque, je pratiquais le judo, donc il va sans dire que le judo sans bras, c'était compliqué. Et j'ai recommencé à faire du sport de suite sur mon lit d'hôpital, en fait, parce que j'avais besoin de me dépenser et j'ai commencé à faire des abdominaux sur mon lit. Toute la journée, je faisais des abdominaux parce que je ne pouvais pas encore me lever à cause d'un orteil. J'avais été amputé d'un orteil du pied gauche. J'étais obligé de rester alité. Alors j'avais trouvé ce système d'abdominaux sur mon lit. Et puis le jour où j'ai commencé à pouvoir me lever, en fait, j'ai commencé à déambuler dans ma chambre, j'ai commencé à trottiner, puis j'ai commencé à courir dans les couloirs de l'hôpital. Et puis après, je courais tous les jours. Et donc à ce moment-là, c'est la course à pied qui est devenue mon nouveau sport. Puis après, j'étais en centre de rééducation, j'étais un centre qui était en pleine nature, donc je pouvais courir à l'extérieur. Et puis petit à petit, j'ai couru de plus en plus. J'ai fait des semi-marathons, des marathons. Et jusqu'en 2000, c'était en 2009 où j'ai eu des problèmes de genoux. Et là, j'étais obligé d'arrêter ce sport, la course à pied. Et c'est là que je me suis mis à nager et j'ai commencé à faire de la nage avec palmes. Et rapidement, je me suis aperçu qu'en nageant avec des palmes, je pouvais nager avec les nageurs valides. Alors j'ai nagé de plus en plus, je me suis inscrit à des compétitions, j'ai eu des bons résultats avec les valides en course à pied. Ce qui est venu aux oreilles de Franck Bruno, qui avait une association en Corse où il invitait des personnes en situation de handicap dans des stages de plongée. Il m'a invité à ce stage avec 6 autres stagiaire amputé, et puis c'est là qu'il a remarqué que j'étais très aquatique et il m'a proposé de faire un défi pour son association. Alors, mon premier défi, en 2009, j'ai traversé les Bouches de Bonifacio à la nage, soit une distance de 16 km. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de retours positifs et ça m'a donné envie de continuer. C'est à ce moment-là que je me suis dit que peut-être cet accident ne m'était pas arrivé par hasard. Il m'était arrivé pour que je puisse montrer que les choses sont possibles. Et à partir de ce moment-là,
je me suis imposé tous les ans un défi nouveau et de plus en plus long jusqu'en 2020 où j'ai traversé la mer Méditerranée à la nage. Alors, juste parce que ça me semble important, l'association en question, c'était une association pour la sclérose en plaques, c'est bien ça? Non, 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 pas du tout. C'est une association en bout de vie, justement, qui aidait les personnes amputées à se reconstruire. Parce que, en fait, c'est vrai que j'ai fait des défis pour la sclérose en plaques. Et en fait, chaque fois que j'ai fait un défi, et parce qu'en tout, j'en ai fait 14, je l'ai toujours fait pour une association ou pour un motif, quoi. Et j'ai fait plusieurs défis pour la sclérose en plaques. Oui. Pardon, au bout d'un moment, j'avoue, j'ai perdu le fil d'à quelle association correspond à quel défi. Alors, est-ce que tu peux justement nous présenter le ou les 2, 3 plus grands accomplissements sportifs, ceux dont tu es vraiment les plus fiers? Il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, c'est un que j'ai fait en 2014. C'est une nage dans les eaux glacées du Groenland. En fait, je suis allé avec l'association de Pascal Olmet et j'ai nagé dans une eau à moins 1,6 degrés en maillot pendant 20 minutes. Et en fait, j'avais fait ce défi pour montrer aux Groenlandais que quand on tombait dans l'eau froide, eh bien, on ne mourrait pas systématiquement parce que quand on tombe dans une eau aussi froide, hein, à moins 1 degré, bien sûr, la plupart des personnes pensent qu'ils vont mourir, quoi. Et c'est ce que pensaient les Groenlandais. Et moi, je voulais leur montrer que non. Si on était motivé, si on était déterminé, le corps pouvait résister, mais c'était à nous à lui donner les moyens de résister et pas de s'avouer vaincu dès le départ parce qu'on est tombé dans une eau glacée. Donc ça a été un défi très important. Et puis après, le dernier défi, bien sûr, en 2020, où j'ai traversé la mer Méditerranée. J'ai fait 195 kilomètres à la nage pendant 6 jours, en nageant 10 heures par jour. En fait, je nageais 10 heures la journée et la nuit, je dormais sur un bateau. Et ce défi, bon, je l'ai fait déjà parce que c'était le dernier. C'était une manière de boucler la boucle. En fait, je voulais finir où tout avait commencé parce que je suis revenu sur les lieux de mon accident à Mandelieu-la-Napoule. Et en même temps, je suis arrivé le jour de l'anniversaire de la personne qui m'a sauvé la vie. Donc pour moi, c'était un défi hautement symbolique et c'est le plus beau. Alors du coup, ça veut dire que tu arrêtes les défis? Oui, oui, oui. Là, j'ai arrêté les défis. En 2020, j'ai promis à mon épouse que ce serait le dernier parce que bon, faut dire que quand je faisais un défi, ben, pour elle, c'était toujours compliqué, hein. Elle se faisait du souci quand elle me savait en pleine mer pendant des heures, voire des jours. Donc, je lui ai promis que ça serait le dernier. En plus, vu ce défi hautement symbolique, je pense que je ne pourrais rien faire de mieux à mes yeux. Donc voilà, j'ai décidé que ça serait le dernier. Mais malgré tout, je continue à nager, bien sûr, hein. Je fais des compétitions toujours avec les nageurs valides. Et puis après, bon, je fais quand même des défis solidaires. Je peux essayer d'accompagner d'autres nageurs, mais sur des distances qui ne dépassent pas 30 kilomètres, en fait. D'accord. Alors, si tu regardes l'ensemble de ton parcours professionnel, personnel, sportif, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, waouh, là en fait, j'ai eu de la chance? Eh bien, en fait, déjà sur mon lit d'hôpital, bon, les premiers jours, bien sûr, j'en voulais à la terre entière. Je me disais pourquoi ça m'est arrivé à moi, quoi. Et après, à un moment, j'ai changé ma façon de penser. Et c'est là qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, déjà, tu as de la chance parce que tu es en vie, déjà. Tu as une fille, tu vas en avoir une deuxième, tu as 2 jambes pour te déplacer. Donc, déjà, à ce moment-là, j'ai estimé que j'avais de la chance, malgré tout, malgré ce qui m'était arrivé. Et 1 an après l'accident, j'ai repris le travail. Et là aussi, je me suis dit, t'as quand même de la chance d'avoir un travail, quoi. C'est pas de nos jours, c'est pas si facile que ça. Alors j'ai toujours estimé, oui, oui, que j'avais de la chance malgré l'accident qui m'était arrivé. Et est-ce que tu dirais que la chance, c'est juste un fait du hasard ou est-ce qu'on peut un peu la provoquer? Je pense qu'on peut la provoquer, la chance. Après, je pense que dans la vie, on a des opportunités et c'est à nous à savoir attraper l'opportunité qui nous est donnée, quoi. Est-ce que au milieu de tout ça, tu laisses une forme de place à l'intuition ou à des synchronicités ou à des rencontres fortuites dans tes choix? Alors les rencontres, je dis que voilà, la vie est faite de rencontres. Moi, il m'est arrivé voilà de faire des belles rencontres, d'en faire qui étaient moins bien, mais toutes les rencontres nous apportent quelque chose et nous aident à avancer. Et en ce qui concerne la synchronicité aussi,
je pense que quand on prend du recul, on réalise que bon, peut-être que ce qui nous est arrivé n'est pas un hasard. D'ailleurs, moi, je le dis pour moi-même, je pense que cet accident, c'est pas un hasard. S'il m'est arrivé, c'est que peut-être je sois là aujourd'hui pour essayer d'aider les autres, quoi. Hmm. Est-ce que il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti, tu t'es dit là, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment, je suis parfaitement alignée. Oui, en fait, ça m'arrive chaque fois que je fais des conférences avec les enfants, parce que je fais des interventions dans les écoles. Bon, bien sûr, j'explique mon parcours, j'essaie de leur montrer qu'ils sont tous capables de réussir, que s'ils se donnent les moyens, ils peuvent y arriver. Et chaque fois, après la fin de mon intervention, je leur demande, mais qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je viens de vous dire? La plupart du temps, ils me disent, et quand on veut, on peut. Alors à ce moment-là, je me dis, eh ben voilà, tu as réussi et je suis vraiment fier et je me dis, ce que tu fais, c'est pas pour rien, quoi. Est-ce qu'à contrario, ça t'est arrivé de te dire là, j'ai vraiment pas eu de chance ou j'ai raté ma chance ou de faire une grosse erreur et surtout en fait le plus important c'est comment tu l'interprètes ou qu'est-ce que tu en retiens avec le recul? Moi, j'en ai fait plein des erreurs, hein, des erreurs surtout dans le milieu sportif. Hein, j'ai eu de nombreuses blessures, mais bon, après, chaque fois, j'ai pris un peu de recul. Et je me suis dit que ce qui m'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver, parce que j'ai fait une erreur au départ et ça m'a obligé à corriger mes erreurs, quoi, en fait. Parce que voilà, quand je pense que ce n'était pas de la malchance, c'est quelque chose qui m'est arrivé parce que c'est moi qui l'ai provoqué. Ouais, t'as déjà eu l'impression que la malchance s'acharnait ou des périodes un peu hard qui s'étendaient un peu trop longtemps? Et si oui, comment est-ce que t'as géré ces périodes-là? Non, je pense pas. J'ai jamais eu ces pensées-là que la malchance m'avait accablé ou, comme j'ai dit, il y a des fois j'ai commis des erreurs, mais enfin les erreurs c'est de ma faute en fait. Hein. Ouais. Et mais bon, cela dit, quand on pratique le sport à haut niveau, comme c'est le cas pour toi, tu as quand même des entraînements qui sont faciles et puis d'autres qui sont un peu moins faciles. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile et surtout, comment est-ce que tu puisses ta motivation dans ces moments difficiles? Je suis dans un moment difficile. En fait, ben, j'essaie d'alimenter mon esprit avec des pensées positives. Et puis surtout, je ne lâche jamais mon objectif. En fait, quand je me suis fixé un objectif, je veux aller au bout. En plus, bon, souvent, comme j'ai dit, j'ai fait des défis pour des associations. J'ai certains défis qui ont été très difficiles, où j'ai vraiment souffert, mais je ne voulais pas décevoir et je voulais aller jusqu'au bout pour l'association que je représentais. Et Est-ce que tu dirais que la chance, c'est aussi une affaire de privilège ou plutôt de contexte? ben, je pense qu'il y a les deux. Je pense que il y a des contextes et puis il y a peut-être aussi des moments où il y a des privilèges qui nous font avoir une idée sur la chance, de voir différemment la chance. Hein. On peut penser qu'on a de la chance parce qu'on a des privilèges, mais en même temps, il y a quand même derrière du travail, il y a quand même le privilège ne suffit pas à réussir. Hmm. Est-ce qu'il y a une personne dont tu dirais qu'elle a changé le cours de ton parcours, le cours de ta vie? Ben, il y en a deux. Bon, déjà, il y a mon épouse, ma deuxième épouse, hein, parce que j'ai été remarié, ma deuxième épouse qui ne m'a jamais regardé comme une personne handicapée. Donc, en fait, elle m'a obligé à vivre comme une personne valide et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en même temps, ben, je me suis senti pas handicapé, en fait. Hein. Puis Franck Bruno, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, Franck Bruno de l'association qui m'a proposé le premier défi. Et en plus, voilà, Franck, après mon dernier défi, il m'a dit, voilà, maintenant tu as traversé, tu as réussi ton défi, maintenant tu peux le partager. Et maintenant, le partage, c'est ce qui anime ma vie, quoi. C'est ma raison de vivre maintenant, le partage. Donc, il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou est-ce que tu en as reçu d'autres meilleurs encore? Non, c'est le premier qui me vient. Je pense que c'est celui-là, c'est de partager, de pouvoir aider les autres. Et parce qu'en fait, avant, je le faisais peut-être, mais sans trop m'en apercevoir, quoi. En fait, que bon, avant de la rencontre avec Franck, bon, je faisais énormément de choses aussi, et sans le savoir, j'aidais les autres. Mais à partir du moment où Franck a mis le doigt dessus
Et il m'a dit que je devais partager et aider les autres. Ça m'a poussé à en faire encore plus et vraiment m'investir dans ce sens-là. Et est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui attendrait le bon moment ou attendrait une sorte de coup de chance pour se lancer, soit dans une aventure entrepreneuriale, sportive ou autre? Oui, moi je dirais qu'il faut oser et ceux qui osent sont toujours devant ceux qui attendent en fait. Et, et puis en même temps, si par malheur on devait échouer, on peut se dire que c'est de l'expérience et on pourra recommencer avec de l'expérience en plus, quoi. Thierry, est-ce que tu sais quelque chose avec une absolue certitude? Oui, que j'ai ma vie. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou de documentaire ou de film à voir, sachant que j'aimerais bien que tu parles aussi des 2 livres que tu as publiés qui sont magnifiques. Ben, j'ai écrit 2 livres, en fait, c'est mon autobiographie, hein. Donc, le premier, c'est L'homme devenu dauphin, hein, où je parle de mon enfance, et puis j'arrive jusqu'à mon accident, et je parle de mes premiers défis. Après, il y a le deuxième, c'est La mer à bras raccourcis. En fait, c'est la suite, hein, parce que le premier livre s'arrête en 2014. Le deuxième commence en 2015 jusqu'à nos jours, hein, où je parle des autres défis, et surtout du dernier, de ma traversée de la mer Méditerranée. Je parle de mon installation dans les Landes. Et là, j'ai terminé mon 3e livre qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, j'espère. Un livre qui va s'appeler Inarrêtable, où je parle beaucoup de résilience, de motivation, en rentrant vraiment dans le vif du sujet. Après, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Grand Corps Malade, hein, Fabien, un livre où justement il explique son accident et son séjour en centre de rééducation. Et ce livre, malgré les traumatismes, malgré les personnes qu'il a rencontrées en centre de rééducation, il est écrit avec beaucoup d'humour. Et j'ai adoré ce livre. Et puis aussi le livre 127 heures de la personne qui est restée bloquée là pendant 127 heures et qui a dû finalement se couper la main parce qu'il était bloqué par un rocher. Donc c'est un livre qui parle de résilience, de motivation, et je crois que pour arriver à ce niveau-là, c'est vraiment fort, quoi. Et donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, quoi. Donc c'est Aaron Ralston, Tout à fait. l'auteur de 127 heures. Oui. Super. Eh bien, avec tous ces beaux livres, on a de quoi s'occuper pour un petit moment. Un grand merci, Thierry Corbolland, l'homme dauphin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voici les 4 points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que quand on prend du recul, on réalise que certains événements de nos vies ne sont pas arrivés tout à fait par hasard. Le deuxième point, c'est que dans les moments difficiles, eh bien, raccrochez-vous à votre objectif final, ça vous aidera à tenir. Le troisième point, si vous croisez une personne avec un handicap, souvenez-vous que c'est d'abord une personne. Le handicap est juste l'une de ses nombreuses qualités. Et enfin, le dernier point, c'est la punchline de l'épisode. Ceux qui osent sont toujours devant ceux qui attendent. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.